Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent de ma vie antérieure à l'Hôtel-Dieu de Montréal. J'étais l'infirmière-chef du Centre de Grands-Brûlés. Donc, ceux de l'Hôtel-Dieu, vous pouvez me souvenir de moi à titre d'infirmière-chef à cette unité-là. Puis ceux de Saint-Luc, bien, je suis l'infirmière à prévention des infections. Je suis responsable de la prévention des infections dans tout le CHUM. Mais comme on n'est pas beaucoup de joueurs, cliniquement, je m'occupe que de l'hôpital Saint-Luc. C'est suffisant. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de quelque chose que vous devez connaître. C'est les pratiques de base et les précautions additionnelles. Je sais qu'il y en a que j'ai vu dans les cours antérieurement, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ça. Je pense que même si on a déjà entendu parler, c'est toujours bon de se le faire répéter. Je vous ai distribué à chacun d'entre vous 2 documents. Un premier document qui est la méthode de dilution du produit antiseptique, de phénocet, le phénolique. Puis un deuxième document qui est en fait les diapositives que je vais vous présenter. Je vous ai remis ça parce que je sais que certains d'entre vous, sinon la majorité ou presque, là, allaient être des multiplicateurs, c'est-à-dire des gens qui vont transmettre la bonne nouvelle. Cet outil-là pourra être utilisé pour la formation que vous allez faire aux nouveaux arrivants de l'hôpital. Donc j'ai 1 heure, je parle vite de nature, mais je pense qu'on n'a pas trop d'une femme qui parle vite parce qu'on n'a pas plus qu'1 heure si je dis tout ce que j'ai à dire. Bon. Quand on parle d'infection, il faut faire référence à un élément, il faut comprendre ce que c'est que la chaîne de transmission de l'infection. En fait, la chaîne de transmission de l'infection, c'est 4 maillons, comme dans une chaîne qu'on aurait dans le cou. 4 maillons qui, quand ils sont en relation, on transmet une infection. Si on enlève un des maillons de la chaîne, bien, on n'a plus de transmission de l'infection. Évidemment, il y a des maillons qui sont plus faciles à enlever que d'autres. Il y en a pour lesquels on n'a à peu près aucun pouvoir d'agir. On va les voir un par un, les maillons de la chaîne. Bon, le premier maillon, c'est l'agent, c'est-à-dire le micro-organisme qui va causer une infection. Pensez-vous que dans un hôpital ou dans la vie en général, on peut faire disparaître tous les micro-organismes? Impossible. C'est ça, impossible. Donc, c'est un maillon sur lequel on a peut-être un petit pouvoir d'agir en nettoyant, en faisant certaines actions, mais on n'a pas un pouvoir d'agir absolu. Deuxième, c'est la source, c'est-à-dire un microbe ou un pathogène contenu en quelque part, soit dans un patient malade, soit sur une surface contaminée, soit dans les selles, dans les urines, ainsi de suite. Pensez-vous qu'on peut agir sur toutes les sources, tous les réservoirs d'un hôpital? Ça non plus, on n'est pas capable d'agir. Encore là, on a un certain pouvoir, mais très limité. On va sauter au dernier maillon, qui est l'autre, c'est-à-dire la personne qui s'infecte. Dans un hôpital, on est un milieu vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on a des patients malades qui viennent dans un état de faiblesse. Quand on vient à l'hôpital, généralement, là, puis Dieu sait qu'on le voit, nos patients sont de plus en plus malades, on n'est pas au meilleur de notre santé. Donc, on est dans un état de vulnérabilité qui fait en sorte qu'on est plus susceptible d'attraper des infections. Donc, dans un hôpital, on ne peut pas faire disparaître les patients. Hein? On ne peut pas. Par définition, c'est notre fonction, c'est de soigner des malades. Donc, finalement, il n'en reste rien qu'un. Il reste juste un maillon, qui est la chaîne de transmission de l'infection. C'est-à-dire, on a un pathogène qui est en quelque part, qui va prendre un chemin quelconque et qui va aller infecter un autre patient. Donc, le seul maillon sur lequel on a un pouvoir d'agir assez bon, c'est sur la voie de transmission ou la chaîne de transmission. Là, je vais les passer parce que... Les sources. On a vu, le premier, c'était l'agent, le micro-organisme. Là, je ne vous parlerai pas de tous les microbes de l'hôpital, ce sera ennuyant, puis j'ai juste 1 heure. Donc, le deuxième maillon, c'est la source. Où est-ce qu'on peut en retrouver de l'infection dans un hôpital? L'image que vous voyez là, en fait, elle illustre la grande majorité des sources possibles sur une unité de soins. On a un patient. Un patient, il est couché dans un lit. Patient, on voit arriver, il y a un visiteur qui amène des fleurs. Il est bien gentil, le visiteur qui amène des fleurs, c'est une bonne pensée. Et puis, on a un employé qui amène un repas. Donc, dans tous ces éléments-là, on va les voir par un, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup de sources potentielles d'infection. Un, le patient. Évidemment, le patient, il peut être atteint d'une maladie, ou il peut être porteur d'un virus, ou il peut être colonisé d'une bactérie multirésistante. C'est des choses qu'on connaît beaucoup dans nos hôpitaux, hein, le Staph aureus multirésistant. Donc, il peut être, d'une certaine façon, soit infecté ou porteur d'une infection. Le patient, il est couché dans un lit. Plusieurs pathogènes vivent dans l'environnement. Donc, l'environnement peut être contaminé. Quand l'environnement peut être contaminé, on peut penser que tout ce que le patient taponne dans sa journée, là, taponner, c'est peut-être pas le mot qu'il fallait que je dise devant la caméra, mais tout ce qu'on touche dans la journée, le côté de lit, le rideau, le téléphone, quand je dis à l'entretien ménager, faites le ménage de tout ce que le patient taponne dans la journée, bien, c'est ça que je veux dire. Tu sais, la cloche d'appel, son
tu sais, le bouton de la télévision, la poignée de la porte, son somno, ses tiroirs, tout ce que le patient touche dans une journée fait partie de l'environnement du patient et selon certains pathogènes, pourrait être source d'infection possible. Donc, le lit ici, ça représente l'environnement physique tactile du patient. Là, on a un visiteur. Hein? Un visiteur qui amène des fleurs. Bien, le visiteur, dans le temps de la grippe, puis là, actuellement, dans le temps de la gastro, on dit qu'on a de la gastro à l'hôpital de ce temps-ci. Dans le temps de la gastro, les visiteurs n'apportent pas juste des fleurs, ils apportent aussi des fois leur gastro résiduel. Tu sais, des fois, ils apportent des bénéfices secondaires pas vraiment intéressants. Les fleurs, c'est pas inutile. C'est pas pour rien qu'on met ça, ces fleurs-là. Il n'y a personne de Grand Brûlé ici. Moi, j'ai travaillé longtemps au Grand Brûlé, mais je vais vous dire une histoire plate, là, mais c'est une histoire quand même qui s'est vécue. On a eu, à un moment donné, un patient qui est arrivé avec une plante. Et cette plante-là, il y avait des petites mouches. Et de ces petites mouches-là, se sont développées des petites mouches qui sont allées se promener sur la plaie d'un patient qui était assis dans la rotonde. La rotonde, c'est l'endroit où est-ce que les patients, on les assoit des fois. Et dans la rotonde, bien, ils ont fait déposer des petits œufs sur la plaie du patient. Et quelques jours plus tard, a apparu dans les lésions du patient des petits vers. C'est ça, la chaîne de transmission de l'infection. Fait que là, de la mouche, de la fleur que quelqu'un avait apportée en toute grande honnêteté, en toute grande générosité, il y avait quelque chose là-dedans qui a finalement fini par être des vers dans la plaie du patient. C'est pas dangereux pour le patient, ou pas du tout dangereux pour le patient, mais c'est un peu dégueulasse. L'idée, c'est pour ça qu'il y a des consignes particulières à certaines unités de soins, entre autres les plantes au Grand Brûlé, puis les plantes en général peuvent être source de transmission de l'infection. Bon, on a un employé. Bon, l'employé, comme le patient, pourrait avoir la gastro. L'employé, comme le patient, pourrait avoir la grippe. Ou l'employé pourrait être simplement un véhicule de transmission de l'infection. C'est-à-dire qu'il pourrait prendre l'infection de M. Tremblay, puis par son stéthoscope, par ses mains, par quelque chose qu'il transporte dans ses mains, je ne sais pas moi, la bacille ou une mesure graduée qui n'a pas été vraiment dédiée au patient, quelque chose, il amène ça à l'autre patient, puis finalement, l'infection se transmet de cette façon-là. Donc, l'employé peut aussi être source d'infection. Finalement, il y a la nourriture qui apporte. Ça aussi, la nourriture peut être contaminée. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de règles de fonctionnement de la cuisine, cafétéria. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'infection peut se transmettre parce qu'on boit et parce qu'on mange. Donc, là, l'image que vous voyez là illustre énormément de sources potentielles de transmission de l'infection. Ce n'est pas tous les pathogènes qui se transmettent tous de la même façon, mais toutes les sources possibles sont illustrées là. Bon, les voies de transmission. Donc, on a un microbe qui est en quelque part et qui va prendre une voie de transmission. Ça veut dire qu'il va parcourir un certain chemin pour aller infecter un patient. Les voies de transmission possibles sont les contacts directs et indirects, les véhicules, l'air ambiant, les gouttelettes de sécrétion, les vecteurs, puis durant la grossesse. On va les voir un par un assez rapidement. Transmission par contact, direct ou indirect. Transmission par contact direct, c'est, par exemple, je sais qu'actuellement, à l'Hôtel-Dieu de Montréal, il y a une patiente qui est arrivée à l'urgence, je pense que c'est hier, qui a une mangeuse de chair. Les gens qui ont été en contact avec cette patiente-là, parce que la patiente a vomissait, ils l'ont intubée d'urgence parce qu'elle allait mal. Les gens qui ont été en contact avec cette patiente-là ont été en contact direct. Ils ont eu un contact direct avec le pathogène de la personne, donc il va falloir qu'ils reçoivent une prophylaxie. Ça, c'est quelque chose qui se passe là aujourd'hui et qui s'est passé dans tous les hôpitaux et qui va se repasser l'été prochain, qui va se repasser l'hiver prochain. Ça arrive régulièrement. C'est ça, un contact direct. Contact indirect, ça serait, par exemple, je ne sais pas, tu touches à un écoulement purulent dans un lit. Le patient, sa plaie a coulé, puis il y a du pus dans son lit, puis tu touches à ça. Ça, c'est un contact indirect. C'est ça la différence entre contact direct et indirect. La transmission par véhicule. Quand on lit la définition, on dit que les véhicules sont des objets inanimés qui peuvent transmettre des agents infectieux, par exemple les aliments, l'eau, le sang et les aiguilles souillées. Donc, c'est des objets inanimés qui peuvent transmettre des agents infectieux. Ça ressemble un peu au contact indirect que je vous ai dit tantôt. Le lit, c'est un objet inanimé qui transmet une infection. Mais ce n'est pas pareil. La différence qu'il y a entre une transmission par contact et une transmission par véhicule, c'est que sur le lit, sur le drap du patient, de l'exemple de tantôt, la bactérie, elle est là. Elle est là. Mais elle ne se multiplie pas là. Elle vit là parce qu'on l'a déposée là, puis c'est comme ça. Tandis que dans les véhicules, la bactérie se multiplie. Dans l'eau, par exemple,
le légionnel peut se multiplier. Donc, une bactérie, on devient 2 bactéries, on devient des centaines de bactéries. Donc, c'est pour ça que les véhicules, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on fait toutes sortes de mesures avec le sang et les aiguilles souillées. C'est pour ça qu'on fait toutes sortes de mesures avec la chlorination de l'eau dans les hôpitaux, la température de l'eau dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'on fait attention au poulet, ou à la viande hachée, E. coli, pour que la viande hachée soit bien cuite, parce que les bactéries, une fois mises dans ces endroits-là, elles se multiplient et elles deviennent de plus en plus dangereuses, dans le fond. Donc, c'est la transmission par véhicule. Transmission par l'air ambiant. Quand vous allez partir d'ici, là, j'espère que vous allez comprendre ça. Il y a des docteurs, des grands docteurs qui ne comprennent pas ça encore. Là. Je viens juste d'avoir la preuve de ça avant de m'en venir. Là. La transmission par l'air ambiant, c'est quand on parle d'un microbe qui est bien, bien petit. Il est si petit, ce microbe-là, là, que quand on voit, là, moi, je me souviens, quand j'étais petite, ça m'avait bien impressionné. Dans le salon chez ma mère, on ouvrait les rideaux, là, puis là, les gros rayons de soleil arrivaient, là, puis on voyait toutes sortes d'affaires qui flottaient. Bon, mais les microbes qui sont transmissibles par l'air ont cette capacité-là d'aller se mettre sur ces petites poussières-là en suspension. Et c'est comme ça qu'on les attrape. C'est-à-dire qu'on rentre dans le nuage contaminé et on les inhale. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Vous savez comment c'est dur de mettre en place des techniques d'isolement dans un hôpital? Imaginez de contrôler l'air. Par chance qu'il n'y en a pas beaucoup de pathogènes transmissibles par l'air. Mais il y a des maladies qu'on voit régulièrement qui sont transmissibles par l'air. La tuberculose, le zona, la varicelle. La rougeole, moins, nous autres, dans l'hôpital d'adultes, il y en a moins. Mais il y en a des maladies transmissibles par l'air. Mais ce n'est pas les pneumonies, ce n'est pas l'influenza l'hiver, ce n'est pas les plaies qui coulent, ce n'est pas les patients qui vomissent. C'est vraiment les maladies très spécifiques, là, comme la tuberculose, la varicelle, le zona. Donc, ça arrive, mais pas tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont de la misère à comprendre. La transmission par gouttelette, mais encore là, comme la transmission par l'air, on attrape ça en inhalant. Mais la différence fondamentale, c'est que les gouttelettes, c'est des gros microbes qui, eux autres, ne sont pas capables de rester en suspension sur les particules de poussière. Fait que quand je parle puis je tousse, si je parle puis je tousse puis j'avais un microbe qui est transmissible par gouttelette, en parlant puis en toussant, le microbe, il sort puis de moi, là, puis il parcourt à peu près 1 mètre puis il tombe au sol. Il est trop pesant, il est trop gros, il n'est pas capable de rester en suspension dans l'air. Donc, c'est une autre forme de transmission. Et il y en a énormément de maladies transmissibles par gouttelette. La transmission par vecteur, je vous en parle parce que c'est un mode de transmission, mais ce n'est pas celui qui nous occupe le plus à l'hôpital. Ici, il parle de la malaria, qui est transmissible par un moustique qui s'appelle l'anophèle. On pourrait parler de la maladie du virus du Nil occidental, qui est aussi transmissible par un maringouin. Mais c'est des maladies qui sont transmissibles par un insecte qui nous pique généralement. Mais ce n'est pas notre préoccupation de tous les jours dans l'hôpital, c'est plus un sujet de santé publique. Mais c'est un mode de transmission bien connu. Et finalement, la transmission durant la grossesse. Ça aussi, c'est une autre façon de transmettre des infections. Ceux qui travaillent en périnatalité le voient, là, les mères VIH, les mères qui sont porteuses d'hépatite B, hépatite C, c'est des pathogènes qui peuvent être transmis à leur bébé et plusieurs autres maladies aussi. Donc, c'est un mode de transmission, mais ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Bon, l'autre, je vous l'ai dit tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus. Bon, donc, on a dit que le seul maillon sur lequel on avait un pouvoir d'agir, c'est la voie de transmission. Puis qu'il y en a eu beaucoup de microbes. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que aussitôt qu'un patient tousse, crache, va à diarrhée, on les isole tous. Pensez-vous que c'est viable dans un hôpital de faire ça? Moi, je serais l'infirmière prévention des infections, je serais bien épuisée, là. Fait qu'on ne peut pas tous isoler tous les patients qui sont porteurs de microbes. Fait que j'ai essayé de vous faire réfléchir à pourquoi des fois on met des isolements, puis pourquoi des fois on n'en met pas. C'est pas toujours en fonction du microbe, mais des fois c'est en fonction de plusieurs autres éléments. Bon, des fois c'est en fonction de qui est le patient qui a le microbe. Je vais vous donner un exemple. Un patient qui arrive à l'hôpital, puis qui a du salmonelle dans ses selles. Okay? C'est-à-dire qu'il excrète du salmonelle dans ses selles. Ce patient-là, il est bien fin, puis il comprend tout ça. Puis vous lui dites, monsieur, là, vous avez du salmonelle dans vos selles, il ne faut pas que personne l'attrape. Puis il dit, oh oui, c'est wow, faut vraiment pas que personne l'attrape. Il est fin de patient, il va à la toilette, il est capable de collaborer. Même s'il a la diarrhée, il est capable de se retenir, il va à la toilette. Il n'a pas pris avec sa marchette, puis il n'est pas couché au lit, puis tout croche. Mais peut-être que ce patient-là, il n'aura pas besoin d'être en isolement. Mais un patient qui aurait la même bactérie, mais qui serait tannant, qui aurait une culotte,
qui passerait son temps à l'arracher ou qui, pour une raison quelconque, qui viendrait juste de se faire opérer pour une prothèse totale de la hanche, qui serait cloué au lit, il ne serait pas capable d'attendre parce que c'est un besoin impérieux, puis vous n'avez pas le temps d'arriver à temps pour mettre la bassine, peut-être que pour ce patient-là, il va falloir le mettre en isolement. Donc, des fois, c'est en fonction de qui sont nos patients qu'on va mettre des isolements. Donc, un patient qui aurait beaucoup de diarrhée, un patient qui serait incontinent, un patient qui aurait un pus abondant. Les grands brûlés, c'est un bon exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé aux grands brûlés, mais je peux vous dire que les patients des grands brûlés ont des plaies avec des pus abondants. Ce qu'il y a dans leur pus, là, c'est du Staphylococcus aureus ordinaire, pas résistant. C'est du Pseudomonas, une bactérie qu'on retrouve à peu près dans toutes les plaies des patients. Ça peut être des entérocoques qu'on retrouve dans toutes les plaies des patients. Par contre, on les met tous en isolement, ces patients-là, ou presque, au début du moins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de peau, parce que c'est de partout que ça coule. Puis comme ça coule de partout, à moins que tu es momifié et tu changes les pansements aux demi-heures, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas capable de contenir les écoulements de ces plaies-là. Donc, on les met en isolement pour les protéger eux, mais aussi pour protéger les autres patients de ces écoulements-là. Donc, des sécrétions abondantes, ça peut être une indication. Je vous donne un exemple maximal. Bon, donc, c'est en fonction de qui est notre patient source. Deuxièmement, c'est en fonction de quel est l'autre microbe. J'ai dit tantôt, on ne va pas isoler tous les microbes, mais c'est certain qu'on va isoler les pires. Hein? Quelqu'un qui a une tuberculose, on va isoler le microbe, on va isoler le patient qui est porteur d'une tuberculose active. Donc, si un microbe il est bien dangereux pour la santé, si un microbe s'attrape très, très facilement, c'est des éléments qui vont faire en sorte qu'on va isoler le patient qui est porteur de ce microbe-là. L'environnement. Si on est dans un endroit où est-ce que les patients ont des toilettes communes, tu sais, une salle, on en a de moins en moins, Dieu merci, mais une salle où est-ce qu'il y a 6 patients couchés dans la chambre, puis le 6 patients couchés dans la chambre, on a connu ça dans la crise de ERV à l'hôpital Notre-Dame, là. Dans la crise de ERV à l'hôpital Notre-Dame, ça a commencé avec un patient dans une unité de gériatrie active, et tous ces patients-là, il y avait 2 salles de bain à chaque bout du département avec 3 toilettes pour les 30 quelques patients de l'étage. Donc, toutes ces personnes âgées-là se levaient avec leur marchette, puis s'en allaient toutes à la toilette, dans ces toilettes-là. Puis là, tout le monde se transportait avec tout ce qu'il pouvait, ou bien il y avait des bassines. On allait toujours toutes dans les mêmes 2 toilettes pour tout faire ce qu'on avait à faire. Bien, ça n'a pas été long que tous les patients de l'étage ont eu l'entérocoque résistant à la vancomycine. Pourquoi? Parce que c'est un pathogène qui se transmet par les selles. Puis on avait juste des toilettes communes. On n'avait pas des toilettes privées, on avait juste des toilettes communes. D'accord. On va se recommencer. On avait juste des toilettes communes. Donc, des fois, si on a une salle, par exemple, on a un patient qui a une diarrhée, on va isoler ce patient-là de la salle, pas parce qu'il y a un pathogène épouvantable, mais parce qu'il est obligé, il est dans une salle avec plusieurs autres patients, puis on veut éviter la transmission de l'infection. C'est évident que l'entretien ménager mal fait, c'est un problème majeur de prévention des infections. Je vais vous dire que dans ma courte expérience d'infirmière à prévention des infections, à chaque fois qu'il y a une éclosion sur une unité de soins à l'hôpital Saint-Luc, toutes les fois où j'ai un problème, j'appelle mes amis de l'entretien ménager et je leur dis « On fait un blitz particulier pour faire du ménage. » Parce que sans blitz particulier pour faire du ménage, je ne crois pas qu'on peut facilement régler des problèmes. L'entretien ménager nous aide beaucoup là-dedans. Quand on partage du matériel beaucoup d'un patient à l'autre, ça aussi, ça irrite beaucoup les gens de l'hôpital Saint-Luc parce que quand on a une éclosion de n'importe quel pathogène sur une unité de soins, la première chose que je donne comme consigne, c'est qu'on dédie des équipements. Et c'est très irritant pour les gens. Dédier des équipements, ça veut dire qu'on n'utilise plus le thermomètre électronique. Ça veut dire qu'on ne passe plus d'une chambre à l'autre avec n'importe quel bidule qu'on voudrait passer d'un patient à l'autre sans le nettoyer. Et c'est lourd de conséquences et c'est lourd comme établissement. Mais ça, c'est toutes des nouvelles consignes qu'on n'avait pas il y a 5 ans en prévention des infections. Et les hôpitaux ont évolué sans tenir compte de ça parce qu'on n'avait pas réfléchi. J'espère que dans les prochains 5 ans, disons d'ici ma retraite, les hôpitaux vont avoir réussi à se réaligner puis de dédier le plus possible des équipements aux patients. Parce que c'est ça aussi qui est le nerf de la guerre.